Peux-tu quitter la maison pendant 1 heure ou 2, s'il te plaît? J'ai besoin d'un peu d'intimité avec lui, a-t-elle dit à propos de son meilleur ami. J'ai répondu, prends tout le temps dont tu as besoin, et je suis parti définitivement. Elle a appelé quelques heures plus tard, confuse, demandant où j'étais. J'ai dit, ne m'appelle pas. J'ai aussi besoin d'intimité, et j'ai raccroché. Vous connaissez ce genre spécifique d'épuisement que l'on ressent après une semaine de travail de 50 heures? Ce n'est pas seulement physique. C'est une lourdeur qui pèse sur l'âme, où votre cerveau semble être enveloppé dans du coton. C'était mon état le vendredi à 18h30. Je paie le loyer, en totalité. Je paie les charges. Je paie les courses. Hélène, ma petite amie depuis 2 ans, couvre ses prêts étudiants et son argent de poche. J'étais d'accord avec cet arrangement parce que je voulais construire un avenir. Je pensais investir dans une partenaire. J'avais tort. Je subventionnais une usine à manque de respect. Et le contremaître de cette usine était Grégoire. Greg était le meilleur ami d'Hélène. Il n'était pas le genre de gars dont on se soucie physiquement. Il n'était pas en forme, il n'avait pas d'argent, et il vivait encore en colocation à 28 ans. L'arme de Greg était sa fragilité. C'était une victime professionnelle, un garçon sensible. Il était toujours en crise, toujours en train de sombrer, et avait toujours besoin qu'Hélène le ramène d'un précipice qui n'existait même pas. Je suis entré dans l'appartement, j'ai laissé tomber mes clés et je me suis dirigé directement vers le canapé. Tout ce que je voulais, c'était le silence, une pizza, et ne pas parler à un autre être humain pendant 12 heures. Hélène était dans la cuisine, faisant les 100 pas. Elle n'a pas dit « bon retour à la maison ». Elle n'a pas demandé comment s'était passée ma journée. « Greg va venir », a-t-elle dit. J'ai fermé les yeux et j'ai expiré. Oh, c'est vendredi. Je suis mort de fatigue. Vous ne pouvez pas aller dans un café ou chez lui. Ses colocataires sont bruyants, a-t-elle répliqué, immédiatement sur la défensive. Et il est vraiment au plus mal. Son ex-petite amie vient de poster une photo avec un nouveau mec. Il est dévasté. Il a besoin d'un espace sûr. D'accord, ai-je dit en me massant les tempes. Très bien, restez simplement dans le salon. Je vais aller dans la chambre, mettre des écouteurs et m'effondrer. Merci, dit-elle, ses épaules se relâchant. Tu es le meilleur. Je suis allé dans la chambre, j'ai fermé la porte et je me suis effondré sur le lit. J'ai mis mes écouteurs à réduction de bruit. J'ai ouvert un livre. J'essayais d'être le petit ami sûr de lui. J'essayais d'être le gars qui n'est pas jaloux du meilleur ami platonique. 20 minutes plus tard, la porte s'est ouverte en grinçant. J'ai enlevé les écouteurs. Hélène était là, les bras croisés, l'air mal à l'aise mais pas mal à l'aise pour moi. Mal à l'aise à cause de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé. Tu as besoin d'argent pour la nourriture? Non, dit-elle. Elle a changé de pied. Écoute, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Le fait que tu sois là, a-t-elle dit. Je me suis assis. Je suis dans la chambre, Hélène. La porte est fermée. J'ai des écouteurs. Je suis invisible. Ce n'est pas une question de bruit, a-t-elle dit, sa voix prenant ce ton condescendant de jargon psychologique qu'elle utilisait quand elle voulait me manipuler. C'est l'énergie. Greg sait que tu es ici. Il se sent étouffé. Il ne peut pas libérer complètement ses émotions parce qu'il se sent jugé. Il est intimidé par toi. Il a besoin d'une intimité totale pour se sentir assez en sécurité pour pleurer. Je l'ai regardé fixement. Le silence a duré 5 secondes. Alors, dis-je lentement, qu'est-ce que tu me demandes? Elle a pris une profonde inspiration, comme si c'était elle qui faisait un sacrifice. Peux-tu quitter la maison pendant 1 heure ou 2? S'il te plaît? Va juste à la salle de sport ou prends un verre. J'ai juste besoin d'un peu d'intimité avec lui pour l'aider à surmonter cette crise de panique. Une fois qu'il sera calmé, tu pourras revenir. Voilà. Elle ne demandait pas à me tromper. Si elle avait voulu me tromper, elle l'aurait fait dans mon dos. C'était pire. C'était elle, me regardant dans les yeux et me disant que mon confort dans ma propre maison et la maison que je payais était moins important que le besoin de Greg de jouer sa crise émotionnelle hebdomadaire.
Elle m'expulsait de ma propre vie pour faire de la place à un autre homme. Par le passé, j'aurais argumenté. J'aurais dit, c'est ridicule. Et elle m'aurait traité de toxique et de non-soutien. Nous nous serions disputés. J'aurais eu le mauvais rôle, et j'aurais fini par rester, en colère et plein de ressentiment. Mais cette fois, la colère n'est pas venue. À la place, une clarté froide et mathématique a pris le dessus. C'était comme si un interrupteur avait basculé dans un disjoncteur. Clic. Je l'ai regardé. J'ai vu le sentiment que tout lui était dû. J'ai vu le manque de respect. Et j'ai réalisé qu'aucune argumentation ne pourrait arranger ça. On ne peut pas négocier le désir. Et on ne peut pas négocier le respect. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, surprise. Vraiment? Tu ne vas pas faire de scène? Pas de scène, ai-je dit. Il a besoin de soutien, n'est-ce pas? Exactement, a-t-elle rayonné, soulagée. Merci d'être si compréhensif. Tu es vraiment un bon allié en ce moment. Je me suis levé. Je suis allé au placard et j'ai pris mon sac de sport, mais je n'y ai pas mis de vêtements de sport. Pendant qu'elle retournait dans le couloir pour voir Greg, je l'ai entendu le rassurer, c'est bon. Il s'en va. J'ai agi rapidement et silencieusement. J'ai pris mon ordinateur portable. J'ai pris mon passeport sur l'étagère du haut. J'ai pris le dossier avec mon acte de naissance, ma carte d'identité et ma carte vitale. J'ai pris mon disque dur externe avec toutes mes sauvegardes de travail. J'ai jeté 2 changes de sous-vêtements et ma brosse à dents. Cela m'a pris 90 secondes. J'ai fermé le sac. Il ressemblait à un sac de sport normal. Je suis sorti de la chambre. Greg était assis sur mon canapé, la tête entre les mains, faisant semblant de trembler. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas reconnu l'homme qui payait la facture de chauffage qui le gardait au chaud. Hélène m'a accompagné jusqu'à la porte. Elle m'a embrassé sur la joue. Je ne l'ai pas embrassé en retour. Je t'enverrai un texto quand il ira mieux, a-t-elle chuchoté. Probablement 1 heure, 2 au maximum. J'ai ouvert la porte. L'air du couloir était frais. Prends tout le temps dont tu as besoin, ai-je dit, et je le pensais. J'ai fermé la porte. J'ai entendu le verrou se fermer. J'ai descendu le couloir, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au garage et je suis monté dans ma voiture. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé le volant. J'ai vérifié mon GPS pour l'hôtel le plus proche qui ne soit pas un taudis total. J'étais sans abri, techniquement, mais en sortant du garage, je ne me sentais pas perdu. Je me sentais libre. J'ai conduit 20 minutes jusqu'à un hôtel d'affaires près de l'autoroute. Ce n'était pas un complexe de luxe. C'était un de ces endroits beige standards conçus pour les représentants de commerce. Ça sentait le nettoyant industriel au citron et la climatisation. Mais en entrant dans la chambre et en jetant mon sac sur le lit, j'ai eu l'impression d'être dans un sanctuaire. J'ai commandé un hamburger au service de chambre. J'ai pris une longue douche chaude sans me soucier d'utiliser toute l'eau chaude parce qu'Hélène voulait prendre un bain plus tard. J'ai allumé la télévision et j'ai regardé un film d'action à fort volume, sans qu'on me dise de baisser le son parce que Greg avait envoyé une note vocale qu'elle devait analyser. Pour la première fois en 2 ans, je ne marchais pas sur des œufs. Je ne gérais pas le climat émotionnel de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas le personnage secondaire dans le mélodrame d'Hélène et Greg. J'ai regardé ma montre, 20h30. Cela faisait 2 heures. Heure ou 2, qu'elle avait demandé était passée. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de texto. Pas de « ça va ?» Pas de « merci d'avoir fait ça ». Le silence. C'était drôle. Une partie de moi, l'ancienne partie, celle qui voulait tout arranger, attendait le texto d'excuses. J'attendais qu'elle réalise à quel point sa demande était folle. Mais plus le silence s'étirait, plus la prise de conscience se solidifiait dans mes entrailles. Elle ne s'inquiétait pas de savoir où j'étais parce qu'elle s'en fichait. Tant que je n'étais pas dans l'appartement à interrompre le monologue de Greg, je n'existais pas. À 22h15, près de 4 heures après mon départ, mon téléphone s'est enfin allumé. Hélène appelle. J'ai laissé sonner 3 fois. J'ai pris une bouchée de mon hamburger. Je me suis essuyé la bouche avec la serviette.
Puis j'ai répondu. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste appuyé sur le bouton vert et j'ai tenu le téléphone à mon oreille. Salut, sa voix était enjouée, presque guillerette. Le fond était calme. Où es-tu? Je t'ai envoyé un texto il y a environ 20 minutes. Je ne l'ai pas vu, ai-je dit. Ma voix me semblait différente. Plus profonde, détachée. Oh, eh bien, Greg vient de partir, a-t-elle dit aussi nonchalamment que si elle m'annonçait que le courrier était arrivé. Il se sent beaucoup mieux. Il avait vraiment juste besoin de pleurer un bon coup, tu sais. C'est une âme tellement sensible. Il absorbe tellement de négativité du monde. Mais j'ai réussi à le calmer. C'est super, ai-je dit, d'un ton neutre. Oui. Bref, tu es près d'ici? Le frigo est vide. Peux-tu prendre de la nourriture thaïlandaise en rentrant? Je meurs de faim. Greg était trop bouleversé pour manger, donc je ne voulais pas manger devant lui. Et maintenant, je suis affamé. J'ai fermé les yeux et j'ai expiré par le nez. C'était ça, le test de la nourriture thaïlandaise. Elle me met à la porte de ma propre maison, passe 4 heures seule avec un autre homme, puis me convoque pour lui apporter son pad thaï comme si j'étais un livreur glorifié. Elle n'a même pas demandé si j'avais mangé. Elle a supposé que je flottais simplement dans l'éther, attendant d'être réactivé pour la servir. Non, ai-je dit. Il y a eu une pause au bout du fil. La gaieté a vacillé. Non. Comment ça non? Prends juste celui de la rue de la Gare. C'est sur ton chemin, prends le curry vert. Je veux dire, non. Je ne vais pas chercher de nourriture, et je ne reviens pas. Elle a ri. C'était un petit rire nerveux et confus. Quoi? Arrête d'être bizarre. Où es-tu? Tu es allé chez Michel? Arrête de plaisanter. Ce n'est pas une blague, Hélène. Tu m'as demandé de partir, alors je suis parti. Son ton a changé instantanément. L'éclat a disparu, remplacé par ce tranchant condescendant familier qu'elle utilisait chaque fois que je sortais du rang. D'accord, écoute, je sais que tu te sens en insécurité en ce moment, mais ne sois pas dramatique. Je t'ai demandé de partir pour 1 heure. Ça fait 4 heures. Tu me punis pour avoir aidé un ami en crise, et c'est vraiment peu séduisant. Je ne te punis pas, ai-je dit calmement. Je suis d'accord avec toi. De quoi tu parles? Tu as dit que tu avais besoin d'intimité, ai-je dit. Tu avais raison. L'intimité est importante. Les limites sont importantes. Et j'ai réalisé ce soir que je n'ai aucune intimité dans ma propre maison parce que je vis avec une 3e personne qui ne paie pas de loyer. Oh mon Dieu, a-t-elle gémi. On va vraiment refaire le coup du je déteste Greg? Il pleurait. Il était suicidaire. Il est toujours suicidaire, Hélène. Jusqu'à ce qu'il rencontre une nouvelle fille, et alors il va bien jusqu'à ce qu'elle le largue, et alors il est de retour sur notre canapé. Tu es si cruel, a-t-elle craché. Je n'arrive pas à croire que je sors avec quelqu'un qui a si peu d'empathie. Rentre juste à la maison. On pourra en parler en personne, mais apporte à manger parce que j'ai mal à la tête. J'ai regardé autour de la chambre d'hôtel. Le lit était fait. Le climatiseur bourdonnait paisiblement. La porte était doublement verrouillée. Je ne rentre pas à la maison, Hélène. Pas ce soir. Pas demain. Arrête ça, a-t-elle lancé sèchement. Tu me fais peur. Où est-ce que tu dors? Ça ne te regarde plus. Ça ne me regarde plus? Je suis ta petite amie. Vraiment? Ai-je demandé. Parce que les petites amies ne mettent pas leur partenaire à la porte pour jouer les infirmières avec un autre homme. Tu as fait un choix ce soir. Tu as choisi son confort au détriment de mon respect. Tu voulais l'appartement pour toi toute seule. Félicitations. Il est à toi. Arrête, dit-elle, sa voix montant d'un ton. La panique commençait enfin à s'installer. Elle réalisait que je ne suivais pas le scénario. Je ne m'excusais pas. Tu exagères complètement la situation. Rentre à la maison, s'il te plaît. Je suis désolé si je t'ai fait sentir mis à l'écart. D'accord? Je suis désolé. C'est ce que tu veux entendre? Je ne veux rien entendre, ai-je dit. Je suis fatigué.
Alors, rentre à la maison et dors. Non, ai-je dit. Tu voulais de l'intimité avec lui. Tu l'as eu. J'ai pris une inspiration, savourant le caractère définitif de ce que j'allais dire. Ne m'appelle pas. J'ai aussi besoin d'intimité. Attends, ne fais pas ces clics. J'ai fixé l'écran du téléphone pendant une seconde. Puis, je l'ai mis en mode « ne pas déranger » et j'ai bloqué son numéro. Je m'attendais à me sentir mal. Je m'attendais à ressentir cette angoisse déchirante du « qu'est-ce que j'ai fait ?» Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange sentiment de satisfaction professionnelle, comme si je venais de conclure une mauvaise affaire qui perdait de l'argent depuis des années. J'ai pris la télécommande, j'ai relancé le film et j'ai pris une autre bouchée de mon hamburger. C'était le meilleur hamburger que j'ai jamais goûté. J'ai dormi 9 heures d'affilée. J'ai passé le week-end à l'hôtel. Je n'ai pas bu. Je ne me suis pas apitoyé sur mon sort. Je suis allé à la salle de sport de l'hôtel. J'ai lu un livre et j'ai ignoré mon téléphone. Quand je l'ai finalement vérifié le dimanche soir, les notifications étaient une zone de désastre, 17 appels manqués, 42 textos. Hélène était passée par tout le spectre du deuil toxique. Déni, arrête de plaisanter. Ce n'est pas drôle. Colère, tu te comportes comme un enfant. Grandis. Négociation, je me rattraperai. Je dirai à Greg qu'il ne peut pas venir pendant une semaine. Dépression, je pleure et j'ai peur. Pourquoi fais-tu ça? Rage à nouveau, très bien. Sois un c'est voici ça m'importe. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Répondre leur donne du carburant. Le silence affame le feu. Le lundi matin est arrivé. Je me suis réveillé à 7 heures. J'ai mis une chemise propre. Puis j'ai appelé mon patron. Je dois prendre un jour de congé pour une urgence personnelle, ai-je dit. J'ai une situation de logement à régler immédiatement. Fais ce que tu as à faire, a-t-il dit. Il savait que je ne manquais jamais de jour. Je connaissais parfaitement l'emploi du temps d'Hélène. Elle partait pour la boutique à 8h30. Elle prenait le métro, ce qui signifiait qu'elle serait sous terre et hors ligne pendant 40 minutes. Greg, étant au chômage par choix, dormait généralement jusqu'à midi chez lui, épuisé par le labeur émotionnel de ruiner ma relation. À 9 heures précises, je suis arrivé devant l'immeuble, mais je n'ai pas amené quelques copains et une camionnette. Ça, c'est pour les amateurs. J'ai fait appel à une équipe de déménageurs professionnels, 3 hommes, un grand camion et beaucoup de films plastiques. Cela m'a coûté 750 € pour la réservation minimum, mais payé pour la rapidité et le professionnalisme en valait chaque centime. J'ai déverrouillé la porte. L'appartement sentait le vin éventé et Greg, une légère odeur de patchouli et de vêtements non lavés flottait dans le salon. Très bien, ai-je dit au chef d'équipe. Aujourd'hui, on opère chirurgicalement. Je vous indique exactement ce qui part. Si je ne le désigne pas, ça reste. Nous avons agi efficacement. Nous avons pris la télévision OLED de 65 pouces que j'avais achetée pour la Coupe du Monde. Nous avons pris le système de son Surround Sono. Nous avons pris la machine à expresso Breville ma fierté. Nous avons pris l'aspirateur Dyson. Nous avons pris la chaise de bureau Herman Miller. Je suis allé dans la chambre. J'ai emballé tous mes vêtements, mes montres et mes chaussures. J'ai pris les tables de chevet que j'avais restaurées moi-même. J'ai défait le lit mais j'ai laissé le matelas. Il était techniquement à elle, même si je l'avais acheté. Puis est venu le moment de vérité. Je me tenais dans la salle de bain, regardant le placard de rangement. Il y avait un pack de papier toilette en vrac que je venais d'acheter chez Carrefour. Il y avait des boîtes d'ampoules intelligentes. Il y avait la lessive chère. Un homme mesquin les aurait pris. Un homme mesquin aurait dévissé les ampoules juste pour la laisser dans le noir. Mais je n'étais pas mesquin. J'étais indifférent. Laisse-le, me suis-je marmonné. Prendre le papier toilette dit, je suis en colère et je veux te causer des désagréments. Le laisser dit, je suis tellement au-dessus de cette situation que je me fiche de 50 € de produits en papier. Tu es un cas social pour moi maintenant. À 11h30, l'appartement n'était pas vide, mais il était creux. On aurait dit une maison témoin mise en scène où personne ne vivait réellement. L'âme de l'endroit, le confort, la technologie, la stabilité étaient à l'arrière du camion.
Tout ce qui restait, c'était ces tables Ikea à laque, ces coussins décoratifs et le silence. J'ai posé ma clé sur le comptoir de la cuisine. À côté, j'ai laissé une note. Je n'ai pas ouvert mon cœur. Je n'ai pas écrit de manifeste sur la trahison. J'ai écrit une note de service, Hélène, puisque tu as besoin de temps d'intimité pour toi et Greg, j'ai décidé de te donner l'appartement de façon permanente. J'ai déménagé. Le loyer est dû le 1er du mois. Bonne chance. On est prêt, patron, a dit le déménageur, en essuyant la sueur de son front. J'ai jeté un dernier regard autour de moi. Je ne me sentais pas triste. Je ne ressentais pas de nostalgie. J'ai regardé le mur vide où se trouvait la télévision, et j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé une tumeur. Je suis sorti, j'ai verrouillé la porte de l'intérieur et je l'ai refermée. Je suis monté dans ma voiture et j'ai suivi le camion. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Les retombées ont commencé à 13h30. J'étais assis dans un restaurant avec mon frère, en train de manger un club sandwich, quand mon téléphone a commencé à vibrer si violemment qu'il a failli tomber de la table. Hélène appelle. Hélène appelle. Hélène appelle. Puis sont venus les textos, que as-tu fait? Où est la télé? Comment as-tu pu me faire ça? Je ne peux pas me permettre cet endroit toute seule. Greg dit que tu es un psychopathe. Puis sont venus les singes volants. Ses amis, que j'avais nourris, divertis et conduits pendant des années, avaient soudainement beaucoup d'opinions sur mon caractère. Sarah, meilleure amie, tu l'as abandonnée. Elle fait une crise de panique par terre. Tu dois revenir et arranger ça. Sois un homme. Marc, ami commun, mec, l'a laissé avec le loyer, c'est bas. Même si vous vous disputez, on ne joue pas avec le logement de quelqu'un. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas essayé d'expliquer les nuances de la situation. J'ai envoyé un seul texto de masse à toutes les personnes impliquées, Hélène m'a demandé de quitter ma propre maison pour qu'elle puisse être seule avec un autre homme. J'ai respecté ses souhaits et j'ai déménagé. Je ne suis plus financièrement responsable de ses choix. Ne me contactez plus. Puis je les ai tous bloqués, un par un. C'était incroyablement satisfaisant, mais je n'avais pas fini. Bloquer les numéros est une protection émotionnelle. J'avais besoin d'une protection légale. Je suis allé directement à l'agence immobilière. Je suis entré et je me suis assis avec la gestionnaire de l'immeuble, une femme pragmatique et directe nommée Karine. Je dois résilier le bail de l'appartement 4B, ai-je dit en faisant glisser un chèque de banque sur le bureau. Karine a regardé le chèque. Il était de 4 500 € aux 2 mois de loyer. Ça m'a fait mal d'écrire ce chèque. C'était mon argent de vacances. C'était mes économies. Mais je le considérais comme une rançon pour mon avenir. Cela couvre les frais de résiliation anticipés, ai-je dit. À compter d'aujourd'hui, j'ai quitté les lieux et rendu mes clés. Karine a tapé sur son ordinateur. D'accord, cela met fin au contrat de location actuel avec effet immédiat. Cependant, comme Hélène est toujours dans l'appartement, elle devient une occupante sans titre. Elle a 30 jours pour quitter les lieux ou signer un nouveau bail à son nom. Elle devra se qualifier avec ses propres revenus, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Correct, a dit Karine. Elle devra fournir une preuve de revenu égale à 3 fois le loyer mensuel. J'ai hoché la tête. Elle ne se qualifiera pas. Alors elle recevra un avis de quitter les lieux, a simplement dit Karine. Compris. Je suis sorti de cette agence plus léger que l'air. J'avais payé un lourd tribut pour ma liberté, mais c'était moins cher qu'un divorce dans 5 ans. J'avais légalement sectionné le membre pour sauver le corps. Les 3 mois suivants ont été calmes pour moi. Je me suis concentré sur le travail. J'ai recommencé à soulever des poids lourds. Je dormais comme un bébé. Mais les nouvelles voyages. Apparemment, la lune de miel d'Hélène et Greg a duré exactement aussi longtemps que la facture d'Internet a été payée. Avec moi hors du tableau, Greg a pris le relais. Et par « prendre le relais », je veux dire qu'il a emménagé son sac de sport dans l'espace que j'avais libéré. Il a dit à Hélène qu'il l'aiderait à manifester l'argent du loyer. Il lui a dit que mon départ était un signe cosmique, qu'ils étaient destinés à être colocataires. Mais la réalité est un créancier brutal. Hélène avait besoin de 2 200 € par mois pour l'appartement.
Elle en gagnait 3000 euros. Après impôts et prêts étudiants, il lui restait environ 400 euros pour la nourriture et les charges. Elle avait besoin d'un colocataire qui payait les factures. Au lieu de cela, elle a eu Greg. Greg était doué pour pleurer sur ses traumatismes d'enfance à 2 heures du matin. Il n'était pas doué pour payer la facture d'électricité. Il n'était pas doué pour faire la vaisselle. Il n'était pas doué pour laisser de l'espace à Hélène quand elle rentrait fatiguée du travail. Au bout de 2 mois, la dynamique du pouvoir s'était complètement inversée. Hélène n'était plus la sauveuse réconfortant le garçon triste. Elle était une femme stressée rentrant dans un appartement sale et trouvant un homme sans emploi jouant aux jeux vidéo sur sa vieille petite télévision parce que j'avais pris l'OLED. Le lien émotionnel qu'elle prétendait qu'ils avaient s'est évaporé au moment où elle lui a demandé de participer aux courses. Greg, fidèle à sa nature, a retourné la situation. Il l'a traitée de contrôlante et de matérialiste, les mêmes insultes qu'elle me lançait. Lorsque l'avis d'expulsion est finalement arrivé parce qu'elle ne pouvait pas couvrir le loyer, Greg ne s'est pas battu pour elle. Il n'a pas pris un travail chez Starbucks pour aider. Il l'a ignorée du jour au lendemain. Il a littéralement fait son sac pendant qu'elle était au travail et est retourné dans le sous-sol de ses parents. Il l'a bloquée partout. Il l'a laissée avec la dette, l'expulsion sur son dossier, et la réalisation écrasante qu'elle avait fait exploser une vie stable et aimante pour une hallucination. Elle a perdu l'appartement. Elle a dû retourner vivre chez sa mère en banlieue, à 90 minutes de trajet de son travail. J'ai entendu tout cela de Michel, qui l'a entendu de Marc, qui m'avait apparemment débloqué juste pour s'excuser. Je n'ai pas répondu. Je ne m'en suis pas réjoui. Je ne m'en suis pas attristé. Je me sentais justifié. La démolition était terminée, et je construisais déjà quelque chose de nouveau. C'était un mardi soir de novembre, environ 3 mois après la résiliation du bail. Je sortais de ma salle de sport, me sentant bien. Mon compte en banque s'était rétabli. J'avais un rendez-vous prévu pour le week-end avec une avocate que j'avais rencontrée lors d'un événement de réseautage, et j'étais dans la meilleure forme de ma vie. Le cortisol du stress qui avait coulé dans mes veines pendant 2 ans avait disparu. Je suis sorti dans l'air frais de l'automne, cherchant mes clés dans mon sac de sport. Une voix m'a arrêté. Elle était plus faible que dans mon souvenir, plus tremblante. Je me suis retourné. Hélène se tenait près du râtelier à vélo, frissonnant légèrement dans le vent. Elle avait l'air mal en point. La femme soignée et brillante avec qui j'avais vécu avait disparu. Elle avait perdu du poids, mais pas de manière saine. Elle avait l'air décharnée. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné qui semblait ne pas avoir été lavé depuis des jours. Elle portait un sweat à capuche que j'ai reconnu, un de mes anciens qu'elle avait gardé. « Salut », ai-je dit. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je suis juste resté là, à attendre. « Je t'attends ici depuis 1 heure, dit-elle en s'enlaçant les bras. Je sais que tu fais toujours les pectoraux le mardi. D'accord, dis-je en gardant mes distances. Pourquoi? Elle a fait un pas en avant, les yeux se remplissant de larmes. C'était un regard qui fonctionnait sur moi autrefois. Il me faisait m'excuser pour des choses que je n'avais pas faites. Maintenant, cela ressemblait juste à une performance pour laquelle je n'avais pas acheté de billets. Tu me manques, a-t-elle murmuré. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. J'ai tout gâché, a-t-elle poursuivi, les mots se bousculant maintenant, désespérée de combler le silence. Tu avais raison sur tout. Greg. C'est un narcissique. Il s'est servi de moi. Il m'a monté contre toi. Je ne le voyais pas à l'époque, mais je le vois maintenant. Il est parti. Je l'ai mis à la porte il y a 2 semaines. Elle a fait une pause, me regardant avec attente. Elle attendait que je valide sa victoire. Elle voulait être créditée pour avoir résolu un problème qu'elle avait créé. D'accord, ai-je répété. C'est tout ce que tu as à dire? A-t-elle demandé, une lueur de son ancienne frustration apparaissant. Je te dis que tu avais raison. Je m'excuse. Je vis chez ma mère maintenant. C'est un cauchemar. Notre vie me manque. J'ai résolu le problème. Greg est parti. Elle a tendu la main, essayant de toucher mon bras. J'ai reculé d'un pas délibéré et en douceur. Hélène, dis-je, ma voix calme et stable,
tu ne comprends pas l'essentiel. Greg n'était pas le problème. Tu étais le problème. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Quoi? Non, il m'a manipulé. Il a demandé des choses, ai-je corrigé. Tu as choisi de les lui donner. Tu as choisi de prioriser son confort au détriment de mon respect. Tu as choisi de me mettre à la porte de ma propre maison. J'étais confuse, a-t-elle plaidé. Les gens font des erreurs. Tout le monde mérite une seconde chance. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait. Une erreur, c'est de rayer la voiture. Demander à son partenaire de quitter sa propre maison pour avoir de l'intimité avec un autre homme, ce n'est pas une erreur. C'est une déclaration. Tu m'as dit exactement où je me situais dans ta hiérarchie. Mais je t'aime, a-t-elle crié, attirant les regards d'un couple qui entrait dans la salle de sport. Ça ne compte pas? Non, ai-je dit. Ça ne compte pas. J'ai regardé ma montre. Je dois y aller. Alors c'est tout? A-t-elle pleuré, sa voix se brisant. 2 ans? Tu vas tout jeter à la poubelle à cause d'une seule mauvaise soirée? J'ai ouvert la portière de ma voiture et je l'ai regardée une dernière fois par-dessus le toit. J'ai vu le désespoir, le regret et la peur des conséquences auxquelles elle faisait enfin face. Je n'ai rien jeté, Hélène, ai-je dit. Je l'ai juste laissé là où tu l'avais mis, à la seconde place. Je suis monté dans la voiture. Je n'ai pas claqué la portière, je l'ai simplement fermée. Elle est restée là, pleurant sur le parking, paraissant petite et insignifiante dans le rétroviseur. J'ai allumé la radio. Une chanson de rock classique passait. J'ai monté le volume. J'ai quitté le parking et je me suis engagé sur la route principale.